Dans les Alpes existent également des témoins qui nous montrent qu'il s'est produit une subduction. Alors, qu'est-ce que la subduction? La subduction se produit dans des zones en contexte de convergence. Ce bloc ici, constitué par de la lithosphère océanique et continentale, se rapproche de ce bloc ici, où nous ne voyons que de la lithosphère continentale. La lithosphère océanique étant plus dense que la lithosphère continentale, lorsque les deux blocs se rapprochent, cette lithosphère océanique va avoir tendance à passer sous la lithosphère continentale. C'est la subduction. Lors de cette subduction, les roches de la croûte océanique situées ici vont passer dans des contextes où la pression est plus importante et la température aussi, mais un tout petit peu. Alors, que va-t-il se passer lorsque la pression va augmenter? Vous avez vu dans un premier temps que la croûte océanique constituée de gabbro va se fabriquer pour une température élevée et une pression faible. C'est le gabbro originel. Celui-ci va se refroidir, on va avoir des changements de température mais pas de pression, et on va passer à des gabbros à chlorite et actinote. C'est ce qu'on appelle les faciès schiste vert. Lors de la subduction, la pression va augmenter et donc ces gabbros vont se transformer pour passer à des gabbros avec de la glaucophane et de la jadéite. C'est ce qu'on va appeler des gabbros de faciès schiste bleu. Puis, la pression augmentant encore, on va passer au faciès éclogite avec des gabbros présentant des grenats et de la jadéite. Tout d'abord la péridotite qui constitue le manteau de cette lithosphère océanique qui va plonger, qui est faite, je vous le rappelle, de pyroxène et d'olivine, que vous pouvez voir ici dans l'échantillon, et ici pour l'olivine et ici pour le pyroxène en lame mince. Cette péridotite va être également métamorphisée, on le verra un peu moins, et va donner ce qu'on appelle de la serpentinite. Serpentinite que vous avez vu dans les ophiolites. Le gabbro, donc le gabbro originel, lui, est fait de pyroxène, les zones sombres, et de plagioclase, qui donne pour les plagioclases ces minéraux rayés, et pour les pyroxènes, ces minéraux aux teintes très vives. Nous avons obtenu des métagabbros par refroidissement du gabbro originel et par hydratation. La première étape était la formation de hornblende que nous retrouvons sur ce gabbro-là, situé ici, au contact avec le pyroxène. Et lorsque ces métagabbros sont encore hydratés, on voit apparaître deux types de minéraux qui sont l'actinote et la chlorite, qui sont ici, qui ne sont pas discernables sur cet échantillon. Ces métagabbros sont du faciès schiste vert et ce sont eux qui vont plonger dans la zone de subduction. Ces gabbros de faciès schiste vert vont ensuite se transformer en faciès schiste bleu. Vous avez ici toujours nos plagioclases, nos pyroxènes qui sont un peu bruns ici et qui en la mince donnent ces minéraux-là. Et autour de ce pyroxène va se former du glaucophane, qui est une amphibole, qui est bleu et qui se voit très bien ici, d'où le nom de faciès schiste bleu. Ensuite, le dernier faciès que vous avez vu est le faciès des éclogites. Dans ces éclogites se voient des grenats, donc ici en gros grossissement, ici qui se voit un petit peu moins mais qui se voit quand même sur l'échantillon. Ces grenats se retrouvent très bien au niveau des lames minces puisqu'ils ont une section pentagonique très foncée et ils sont relativement nombreux. Alors que se passe-t-il concrètement pour obtenir ces différents métagabbros? Vous avez vu précédemment que la croûte océanique allait s'hydrater par des passages d'eau et allait former à partir des gabbros des métagabbros à chlorite ou métagabbros de faciès schiste vert. Ces métagabbros de faciès schiste vert vont rentrer dans la zone de subduction et subir une augmentation de pression. Lors de cette augmentation de pression, les métagabbros à chlorite de faciès schiste vert vont passer à métagabbros à glaucophane et jadéite, c'est-à-dire le faciès schiste bleu. Pour passer dans ce faciès schiste bleu, les gabbros vont se déshydrater par augmentation de la pression. En se déshydratant, la chlorite et l'actinote se transforment en glaucophane et jadéite. Ces métagabbros vont continuer à être enfouis sous la lithosphère continentale et vont se transformer en métagabbros à grenat et jadéite qui sont du faciès éclogite, encore une fois, par déshydratation. Nous verrons le rôle de la déshydratation sur la formation du magma ultérieurement. Sur le diagramme pression-température que vous avez vu précédemment, nous avons donc
différents faciès qui vous sont répertoriés ici. Le faciès des amphibolites, qui sont pour les premières transformations du gabbro en métagabbro, puis le faciès des schistes verts. Nous avons vu le métagabbro à actinote et chlorite. Faciès des schistes bleus pour le métagabbro à glaucophane, donc là vous voyez l'enfouissement. Et enfin le faciès des éclogites pour un enfouissement plus profond. Nous allons voir ce qui va déterminer la subduction entre deux plaques. Vous avez vu que la croûte océanique se met en place au niveau de la dorsale océanique et qu'elle va s'en éloigner en vieillissant. En vieillissant, elle va se refroidir, ce qui va la densifier. Elle va se densifier et la lithosphère océanique va incorporer du manteau asténosphérique par en dessous, ce qui va épaissir cette lithosphère océanique. Au début, c'est l'accrétion qui va créer une poussée de la plaque de part et d'autre de la dorsale. La plaque en vieillissant va donc se densifier, s'alourdir et à un moment donné, l'équilibre va être rompu avec le manteau et cette plaque va plonger dans le manteau. À ce moment-là, la plaque est vieille et lourde et donc elle va tirer toute la plaque au niveau de la zone de subduction. C'est la traction qui va devenir primordiale.